Bonjour, bienvenue sur Comics Code pour un nouvel épisode d'une semaine en comics. Un épisode dans lequel on va parler des 2 tomes de Battlefields, écrits par Garth Ennis et qui sont parus au début du mois chez Comics Initiative. Comics Initiative qui continue d'être un des éditeurs les plus intéressants à suivre en ce moment. Alors, dans la dernière vidéo en date de la chaîne, j'avais parlé d'un autre récit de guerre de Garth Ennis, String Bags, que voilà, dessiné par P.J. Holden, dont on va reparler tout à l'heure à propos de Battlefields. String Bags, c'est un récit que j'aime vraiment beaucoup, et je vous invite à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et c'est un récit assez récent, puisqu'il est paru aux États-Unis en 2020. Et les différents récits au sommaire de Battlefield sont, eux, un peu plus anciens, puisqu'ils sont parus entre 2008 et 2013 chez Dynamite, l'éditeur qui avait accueilli Garth Ennis et ses boys quand DC Comics lui a annoncé qu'il ne voulait pas de ça chez eux. Alors, cette édition française propose un découpage différent des récits que celui de l'édition hardcover américaine. Chez Dynamite, l'ensemble des Battlefields avait été réédité en 3 tomes qui reprenaient les différents récits par ordre de publication. Et chez Comics Initiative, c'est donc une édition en 2 tomes, Hommes en guerre et Femmes en guerre, et qui donc regroupe dans un même volume les différents récits qui mettent en scène les mêmes personnages. Et franchement, je trouve que le choix qu'a fait Comics Initiative est beaucoup plus logique et beaucoup plus intéressant. On va commencer par Hommes en guerre, qui se divise en 2 grandes parties. On a une première partie qui comprend 3 récits qui mettent en scène un même personnage, un officier britannique qui s'appelle Styles, et on a ensuite un 4e récit qui lui s'intéresse à un aviateur australien, Harding. Alors les 3 premiers récits ont également en commun d'être dessinés par le même artiste, et c'est pas n'importe lequel, puisque c'est Carlos Ezquerra, qui était un dessinateur espagnol qui a fait l'essentiel de sa carrière en Grande-Bretagne, et qui est notamment à l'origine du design du Judge Dredd. Et ici on retrouve son style habituel qui convient, je trouve, idéalement bien pour ce genre de récit, c'est-à-dire qu'il fait ressortir à merveille toute la violence et toute la laideur de la guerre. Et il va mettre un point d'honneur à rendre de manière extrêmement fidèle les armements et les véhicules, ce qui est quand même un élément incontournable pour ce genre de récit historique. On a donc un premier récit qui s'appelle The Tankies et qui se déroule juste après le débarquement, au moment où les Alliés doivent consolider leur position et sécuriser le plus de terrain possible. Et donc, on va principalement suivre l'équipage d'un tank britannique, un tank Churchill, dirigé par le caporal Styles, et qui doit progresser dans le bocage normand et éviter de se faire défoncer par les blindés allemands. Parce que, clairement, les Allemands disposaient de tanks très supérieurs aux tanks britanniques ou américains, et dans ces conditions, un face-à-face entre les deux, ça pouvait très vite tourner au jeu de massacre. Et du massacre, il va effectivement y en avoir pas mal dans ce récit. C'est très violent, c'est même extrêmement sanglant. C'est parfois assez chaotique dans la narration, mais pour rendre compte justement du chaos qui règne sur le champ de bataille, où les menaces peuvent surgir à tout moment, de n'importe où. Et donc, on a ce personnage du caporal Styles, qui est un type expérimenté et surtout déterminé, et qui se retrouve à commander un équipage qui, eux, en revanche, c'est pas vraiment des champions du monde. Ils sont totalement dépassés par les événements, et Styles va faire son possible pour les garder en vie. Et alors, tant qu'on est sur ce premier récit, une petite pensée quand même pour son traducteur, Alex Nikolavitch, qui a quand même dû bien en baver pour traduire les dialogues de ce récit, et en particulier les dialogues de Styles, qui parlent dans un argot typique de Newcastle, et qu'il a fallu rendre en français sans que ça semble ridicule. Et franchement, je trouve qu'il s'en est vraiment bien sorti.
On retrouve Styles dans le deuxième récit, The Firefly and His Majesty, qui se déroule quelques mois plus tard, en février 1945, au moment où les Alliés arrivent en Allemagne. Et on va assister à un duel à distance, enfin, à distance dans un premier temps, entre un tank Sherman Firefly que dirige Styles et un Tigre allemand. Et clairement, entre les deux, c'est un duel très inégal. Et on a donc un récit qui est toujours aussi violent, avec des moments qui sont vraiment terribles, mais alors vraiment, tu prends l'horreur de la guerre en pleine face. Et puis, de temps en temps, tu as une scène de comédie, où les personnages se retrouvent dans une situation qui est tellement improbable et inattendue que, du coup, le côté comique de la situation fonctionne à fond. Et Ennis est quand même vraiment doué pour jongler avec ce genre d'extrême. C'est vachement gonflé de sa part, mais je trouve que ça fonctionne. Et ensuite, on a un troisième et dernier récit consacré à Styles, The Greenfields Beyond, où cette fois on change de champ de bataille. L'action se déroule pendant la guerre de Corée en 1951. Et cette fois, Styles est sergent et il est aux commandes d'un tank Centurion. Et là, peut-être encore plus que dans les deux récits précédents, il s'agit avant tout de survivre dans des conditions qui sont vraiment extrêmes, où les unités britanniques sont cernées de tous les côtés, et à nouveau, ça donne des séquences qui sont d'une violence vraiment, mais vraiment terrible. Et encore une fois, Carlos Ezquerra, il rend tout ce chaos de manière assez formidable, avec des planches qui sont ultra détaillées, qui grouillent de vie, qui grouillent surtout de mort, et c'est un travail que je trouve vraiment remarquable. Et dans ce premier tome, on a un dernier récit, Harding, du nom du personnage principal, Ken Harding, qui est un pilote de bombardier australien qui participe au bombardement sur l'Allemagne. Et ça va être très compliqué pour lui parce que c'est un tout jeune pilote, sans expérience, mais qui va se retrouver avec un équipage qui, lui, au contraire, est entièrement composé de vétérans. Et là, on a du coup le schéma inverse que dans les récits précédents, où c'était Styles, le vétéran, qui était entouré de jeunes recrues. Alors, au dessin, cette fois, on trouve P.J. Holden, donc le dessinateur de String Bags, et c'est un trait qui est quand même très différent de celui d'Ezquerra, moins brut, moins viscéral, mais qui convient parfaitement bien à l'histoire que raconte Ennis, parce que dans le cadre de l'histoire de cet équipage de bombardiers, il y a forcément une distance plus grande à la violence des combats. Les pilotes ne voient pas l'horreur des bombardements, en tout cas ils ne le voient pas de près. Et ça n'empêche pas les planches de Holden d'être extrêmement dynamiques et de se placer au plus près de ses personnages quand le récit le nécessite. Alors, de tous les récits de Battlefields, celui-ci c'est sans doute le plus classique dans son déroulé et dans ce qu'il raconte, avec un personnage central qui se révèle être particulièrement doué dans son domaine, ce qui donne lieu à quelques séquences qui sont vraiment très spectaculaires. Mais finalement, c'est le récit de guerre de Garth Ennis qui ressemble moins à un récit de guerre de Garth Ennis. Là, on est plus dans le récit héroïque traditionnel. Mais ça reste tout à fait bien. Et au final, ça nous donne un très bon volume qui va se conclure par quelques sketchs de Carlos Ezquerra et de P.J. Holden. Et on a également une postface du traducteur, Alex Nikolaevich, sur les influences de Garth Ennis et sur sa manière d'aborder les récits de guerre. Donc, Hommes en guerre, vraiment très bien. Et pourtant, Femmes en guerre est encore meilleur. Alors,
Dans Femmes en guerre, on a également deux grandes parties. Un premier récit dessiné par Peter Snejbjerg et trois autres qui sont, eux, dessinés par Ross Brown. Alors on va donc commencer par Cher Billy, qui est l'histoire de Carrie Sutton, qui est une jeune infirmière qui va être capturée par les Japonais. Oui, là donc on est dans la guerre du Pacifique. Donc elle va être capturée, violée et abattue, avec d'autres femmes qui subissent le même sort qu'elle. Sauf que, miraculeusement, Carrie va survivre. Elle va reprendre du service en tant qu'infirmière, et surtout, elle va chercher à se venger de ce que lui ont fait subir les Japonais. Là, on est dans un registre très différent des récits précédents, avec une femme, une civile en plus, qui va se prendre de plein fouet toutes les horreurs de la guerre, y compris et surtout le genre d'horreur que la guerre réserve aux femmes en particulier. Et au dessin, on a Peter Snejbjerg, qui est un dessinateur danois, que je trouve vraiment intéressant, qui a fait notamment de belles choses chez DC Comics dans les années 90-2000, notamment sur The Books of Magic chez Vertigo, ou sur le Starman de James Robinson. Je l'ai perdu de vue ces dernières années, je ne sais pas s'il travaille encore beaucoup aux États-Unis. Il a aussi un peu travaillé en France, il a notamment bossé sur la série des Dieux et des Hommes de Jean-Pierre Dionnet, qui était un truc très ambitieux. Ça date d'il y a 10 ans à peu près, mais qui s'est très très vite cassé la gueule. Et puis, très récemment, Snejbjerg, il signait quelques pages dans le numéro 3 de Métal Hurlant, nouvelle formule. Et je sais pas si c'est un récit créé spécifiquement pour Métal Hurlant ou si c'est une traduction, mais clairement, le père Snejbjerg, il est toujours aussi bon. Et donc, pour en revenir à ce cher Billy, moi je trouve que le style de Snejbjerg convient idéalement bien à ce récit parce que c'est un dessinateur qui est capable d'adapter son style aux nécessités du scénario. On a par exemple à gauche des séquences qui relèvent quasiment de la romance, et puis sur la page de droite, en travaillant davantage sur les ombres, il va faire naître une ambiance beaucoup plus inquiétante, et puis si besoin est, il peut aller jusqu'à l'horreur. Donc, très très bon récit, très rude dans le portrait qu'il fait de son héroïne. Par contre, j'ai quand même un reproche à faire à Comics Initiative. Ça va être le seul, je pense, de toute la vidéo. Mais là, sur ce récit en particulier, j'ai vraiment beaucoup de mal avec la police de caractère qui a été choisie pour les parties où Carrie met ses pensées par écrit. Et il y a des passages, comme ici, où j'étais carrément obligé de foutre mon nez sur la page pour arriver à déchiffrer le truc. Ils ont opté pour une police de caractère qui est vraiment très désagréable. Alors que... Où est-ce que je l'ai mis ? Alors que Dear Billy, ça fait partie des Battlefields que j'avais achetés quand ils étaient sortis en singles chez Dynamite. Et donc je suis allé vérifier. Et en VO, j'ai vraiment aucun problème sur ces passages. On a là aussi une police simili manuscrite, mais qui est tout à fait lisible et qui est très différente de celle qui a été choisie pour la VF. Et c'est d'autant plus bête que dans le dernier récit de l'autre volume, on a également quelques passages manuscrits, où là par contre, Comics Initiative utilise une autre police qui, elle, me convient parfaitement bien. Alors,
cette réserve mise à part, on a vraiment un très bon récit, très, très noir, mais où Garth Ennis aborde des sujets extrêmement sensibles avec beaucoup de délicatesse. Et si vous connaissez que de Garth Ennis, son côté grosse vanne qui tâche, une histoire comme ça va vous faire tout drôle quand même. Et alors ensuite, les 3 autres récits sont consacrés à Anna Karkova, qui est une aviatrice soviétique qui combat l'armée allemande dans les airs. Parce que l'armée russe, elle comptait un bon paquet de femmes, y compris dans l'aviation. Sauf que quand on leur confie un avion, c'était pas les modèles les plus modernes. On leur refilait des vieux biplans qui dataient de la Première Guerre mondiale et démerdaient avec ça. Et donc, le premier récit, The Night Witches, les sorcières de la nuit, raconte l'histoire d'une escadrille entièrement composée de femmes, chargées de bombarder les positions allemandes à bord de leurs vieux zinc. Autant dire que leur espérance de vie était quand même pas bien élevée. Et en parallèle à l'histoire d'Anna et de ses sœurs d'armes, on suit également le parcours d'un soldat allemand qui s'est retrouvé sur le front de l'Est sans qu'on lui ait demandé son avis. Alors, c'est pas un nazi, c'est vraiment juste un pauvre bidasse qui fait ce qu'il peut pour survivre aux horreurs de la guerre. Et les horreurs de la guerre, elles viennent de partout, y compris de son propre camp. Là aussi, Garth Ennis va insister sur ce que peuvent subir les femmes, en particulier en temps de guerre, qu'elles soient civiles ou combattantes. Et ça va donner lieu à des scènes absolument atroces. Et un final tragique, vraiment tragique, j'en dis pas plus, mais vraiment on a des choses très fortes et très poignantes dans ce récit. Les dessins sur ce récit et sur les 2 suivants sont signés Russ Brown. Russ Brown, c'est lui qui a dessiné l'essentiel des épisodes de The Boys à partir du numéro 44. C'est un dessin qui est assez classique, plutôt réaliste dans son trait, mais qui est vraiment très agréable et qui, à mon avis, convient vraiment bien à ces récits. Le deuxième, Motherland, continue l'histoire d'Anna, qui a pris du galon et qui a désormais le droit de piloter des avions un petit peu plus modernes et qui vit aussi avec les fantômes de son passé et qui se retrouve dans des situations où les ordres de ses supérieurs sont tout aussi susceptibles de la tuer que les balles des Allemands. Et puis, dans ce récit, elle se retrouve principalement entourée d'hommes. Et là aussi, pour une femme, dans ces circonstances, forcément, les choses sont plus compliquées que pour un homme. Et puis, on a un dernier récit, The Fall and Rise of Anna Karkova. Tout est dans le titre. C'est la fin de la guerre pour Anna, et puis, ce qui va lui arriver ensuite. Et je vais rien en dire, parce que là, vraiment, ce serait gâché. Donc, voilà pour ce petit tour de ces 2 volumes. Alors, dans sa préface, Michael Jérôme, le boss de Comics Initiative, présente ces récits comme probablement le meilleur travail jamais réalisé par le scénariste dans le genre. Et je suis pas loin d'être d'accord avec lui. Alors, je garde une toute petite préférence pour ces War Stories du début des années 2000 qui étaient parus chez DC Vertigo. Mais ouais, c'est vraiment du très bon. C'est à la fois extrêmement documenté, mais tous les récits restent focalisés sur l'humain, sur les personnages et sur leur perception de la guerre, comment elle les transforme et comment ils et elles y survivent ou pas. Donc voilà, chaque volume est à 36 € pour un peu plus de 300 pages. C'est comme toujours de très très beaux ouvrages,
imprimés en France. Et donc, je vous les conseille très vivement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour la suite. Alors, Panini vient d'annoncer les sorties de juin, mais également celle du 31 mai qui manquait à l'appel. Et c'est juste n'importe quoi, ça doit faire 18 titres sur cette seule semaine du 31 mai. Donc, je crois que je vais faire une vidéo spécifique pour traiter ces sorties du 31 avant de faire celle de juin. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.